Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de comprendre les tenants et aboutissants d'une polémique intellectuelle. Dans le champ politique et académique, il y a parfois des livres qui font débat, voire polémique. Des ouvrages, des auteurs héritent d'une réputation sulfureuse, alors qu'en fin de compte, peu de gens les ont lus. Le livre noir du communisme fait partie de cela. Ce livre, si on écoute ses détracteurs, serait un ouvrage idéologique mensonger, manipulateur, dont le seul but est de noircir l'idéal communiste, une forme de maccarthisme sur papier. Alors, qu'en est-il réellement ? Pourquoi ce livre a-t-il une réputation sulfureuse aux yeux d'une partie de la gauche? Pourquoi et comment est-il devenu polémique? D'abord, il faut comprendre que ce livre, édité en 1997, soit moins de 10 ans après la chute de l'URSS, a deux dimensions. De façon assez classique, c'est un ouvrage universitaire collectif regroupant des experts d'un domaine, dont la rédaction a été coordonnée par Stéphane Courtois. Par choix éditorial, il traite de l'histoire des pays communistes exclusivement sous l'angle de la répression, élément important de ces sociétés qui a fait leur spécificité. Sa particularité à l'époque est qu'il bénéficie de l'ouverture alors récente des archives soviétiques et apporte donc des éléments nouveaux sur la répression dans les pays du bloc de l'Est, longtemps passés sous silence. Et deuxièmement, c'est un ouvrage instrumentalisé à des fins politiques par une partie de ses auteurs. Tout le problème vient de là. Stéphane Courtois est un ancien militant maoïste devenu violemment anticommuniste. Meurs, pourriture communiste. Il fait partie d'un courant d'historiens qui sont passés du communisme à l'anticommunisme en prenant conscience des dérives totalitaires des pays marxistes. La plus illustre représentante de ce courant, et mentor de Courtois et de bien d'autres, est Annick Riegel, qui a été membre du Parti communiste. Ces gens sont à la fois des chercheurs et des intellectuels engagés. Il leur arrive parfois d'instrumentaliser leurs travaux pour appuyer leur lutte contre le communisme. Dans sa préface, Courtois ne parle pas simplement de la répression dans les régimes du bloc soviétique, mais essaie de montrer que le communisme est intrinsèquement criminel. Son objectif, du dire de ses co-auteurs, était d'arriver au chiffre symbolique de 100 millions de morts de la part de ces régimes. Insulte suprême, il va même y faire le parallèle avec le nazisme. La préface est un élément important d'un livre, elle explique la démarche et elle oriente la compréhension que l'on a de l'ouvrage. Est-ce un livre historique, politique, un pamphlet ou bien un livre universitaire? Par sa préface très politisée, Courtois a biaisé la compréhension du travail de ses partenaires. Ses co-auteurs ont dénoncé cette instrumentalisation de leur travail à des fins politiques, une bonne partie d'entre eux étant par ailleurs de gauche. C'est le cas par exemple de Nicolas Wirth qui a écrit une partie fondamentale sur la répression en URSS. Ça, c'est pour le livre en lui-même. Et puis, il y a eu la réception publique. Il y a eu deux types de réactions. La première est venue de staliniens purs et durs qui défendent l'URSS. Comme on pouvait s'y attendre, 7 ans après la chute du régime soviétique, toute une partie du PCF n'était pas encore prête à entendre des vérités sur le régime criminel qu'elle a soutenu pendant 70 ans. La contestation en bloc du livre a surtout été le fait des derniers adeptes de l'URSS, et à l'époque, ils sont encore nombreux au PCF. Car contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas l'ensemble du Parti communiste qui a crié au scandale, mais ses franges les plus dures. Robert Hue, alors dirigeant du parti, lui, a reconnu le travail historique. Et puis, il y a eu les critiques des révolutionnaires se revendiquant du léninisme, comme les trotskistes, qui pourtant sont critiques vis-à-vis des régimes communistes. Car le livre pose un grave problème à la gauche marxiste. Certaines parties ne s'attaquent pas qu'au bilan du stalinisme, mais à des icônes vénérées par les communistes non staliniens. Par exemple, Cuba socialiste n'est pas épargné, et surtout, la face sombre de Lénine, largement méconnue à l'époque, est mise en lumière, notamment dans la partie de Nicolas Wirth, qui s'est désolidarisé de Courtois et qu'il est difficile de taxer d'anticommunisme. Par exemple, il a collaboré au numéro spécial de l'Humanité pour le centenaire de la Révolution russe. Archive à l'appui, Wirth montre que les dérives criminelles et totalitaires en URSS ne démarrent pas au moment où Staline prend le pouvoir, mais remontent à la fondation du régime et sont pour une bonne part de la responsabilité personnelle de Lénine, Staline n'ayant fait qu'aggraver une situation liberticide préexistante. Et là, Wirth casse un mythe créé par les dirigeants soviétiques et entretenu aujourd'hui encore par les communistes de toute obédience. Celle du bon Lénine face au sociopathe Staline. Les dirigeants soviétiques, après la mort de Staline, pour sauver le régime et se sauver eux-mêmes, ont imputé toutes les dérives du régime à celui-ci, absolvant Lénine et les premières heures de la révolution de toute faute. Mais ce mythe d'une bonne révolution dévoyée après la mort de Lénine n'a pas résisté à l'ouverture des archives soviétiques. Du coup, Wirth montre involontairement que toutes les idéologies se réclamant de Lénine et de la révolution d'octobre portent le ferment totalitaire, trotskiste compris. Si l'instant fondateur, si le père de la révolution sont coupables, le régime est intrinsèquement criminel. C'est toute l'idée révolutionnaire qui est décrédibilisée, et de fait, tous les communistes d'obédience léniniste, comme les trotskistes, se réclament de dirigeants aussi criminels que Staline. C'est une vérité d'autant plus cruelle pour eux que sur de nombreux sujets, ces gens nous jouent les pères la morale au nom d'un autre monde possible, fait de justice, d'égalité et d'amour universel,
monde qu'il se propose de bâtir en suivant l'enseignement de Lénine. Au final, les staliniens ont tenté de réduire le livre à un ramassis de mensonges, interprétant de façon très libre les critiques des co-auteurs de Courtois comme un désaveu de leur propre travail. Méthode facile pour ne pas avoir à débattre du fond. Les trotskistes, eux, ont défendu leurs idoles en répétant leurs vieux arguments sur la nécessité et le contexte historique de la révolution russe, faisant acte d'auto-persuasion plus qu'autre chose. Le tout créa un bruit de fond, donnant mauvaise réputation au livre dans une partie de la gauche, où l'on se souvient plus de la polémique que du contenu du livre. Voilà donc ce qui en est concernant la polémique sur le livre noir du communisme. Un livre sérieux, mais instrumentalisé. Et du coup, pour compenser le fait qu'en 2017 je n'ai rien fait pour le centenaire de la révolution russe, en même temps c'est pas trop mon genre de fêter l'avènement d'une dictature, dans la prochaine vidéo on fera un peu d'histoire et on verra ce que contient précisément cette partie de Nicolas Woerth. Comme ça, vous pourrez arrêter d'être anticommuniste primaire et devenir anticommuniste secondaire. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la partager, et moi je vous dis à la prochaine!